Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse tous les jours sur Bismart. Un rendez-vous en direct à 17h chaque jour, mais aussi en replay sur bismart.fr et à écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons bien sûr sur les perspectives de baisse de taux envisagées par le marché, alors que de nombreux gouverneurs de banques centrales ont pris la parole ces derniers jours pour tempérer l'optimisme des marchés sur le sujet. Philippe Lane, chef économiste de la BCE, a notamment réagi aux chiffres de l'inflation du mois de décembre en zone euro ce week-end en estimant que les baisses de taux ne sont pas un sujet à court terme et qu'elles seraient fonction du flux de nouvelles données. Un message martelé également par Joachim Nagel, le gouverneur de la Banque centrale allemande, ou encore Robert Holzmann, celui de la Banque centrale autrichienne. Plus récemment, François Villeroy de Galhau a de son côté lui aussi tenu à tempérer les anticipations de baisse de taux trop proches, en rappelant depuis Davos qu'il était trop tôt pour crier victoire face à l'inflation. C'était pour la zone euro. Outre-Atlantique, Christopher Waller, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, qui milite lui pour une politique de taux élevée plus longue, devrait s'exprimer d'un moment à l'autre, lui aussi, sur ses anticipations de baisse de taux. Nous reviendrons donc sur le plateau de Smart Bourse sur ces anticipations de début d'année qui devraient donner le là sur les marchés financiers en 2024. Nous reviendrons également sur la saison des résultats avec les premières publications d'entreprises. Le secteur bancaire sera notamment à l'honneur après les publications de Morgan Stanley et Goldman Sachs. Morgan Stanley qui a notamment vu son chiffre d'affaires boosté par son activité de souscription de dette, mais dont le bénéfice par action a pâti d'une charge versée par la banque au mois de décembre au terme de plusieurs enquêtes en cours la concernant. Du côté de Goldman Sachs, la banque a vu son bénéfice trimestriel progresser de plus de 50% grâce à son activité de trading sur les derniers mois de l'année, ce qui n'empêche pas Goldman Sachs de finir l'année avec un chiffre d'affaires en repli de 2% et un bénéfice en repli de 27%. Vous en aurez le résumé complet dans un instant et nous évoquerons donc en plateau la saison des résultats avec peut-être aussi un focus sur le secteur du luxe, secteur phare de la côte parisienne en début d'année 2023, qui a ensuite été pénalisé en deuxième partie d'année à cause notamment d'un ralentissement de la demande. Qu'en attendre cette année à la lumière des premiers résultats d'entreprise? Nous en parlerons donc avec nos experts dans Planète Marché. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans Marché à thème, nous reviendrons sur les performances des marchés émergents en 2023 et leurs perspectives pour 2024 avec Thaïs Battista, gérante de portefeuille et spécialiste des marchés émergents chez Shellshare Prince Gestion. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et comme d'habitude, nous commençons cette émission avec le résumé complet de l'actualité boursière du jour. Tendance, mon ami, un résumé proposé par Pauline Gratel. Le début de semaine reste compliqué pour la Bourse de Paris, une tendance partagée par les autres marchés européens, après notamment que plusieurs banquiers centraux aient pris la parole. Parallèlement, les résultats de Goldman Sachs et Morgan Stanley, ressortis supérieurs aux attentes, redonnent un petit peu le moral aux investisseurs. Après le Martin Luther King Day hier, Wall Street ouvre la semaine avec la suite de la séquence résultats. Commençons avec ceux de Goldman Sachs. Pour le seul quatrième trimestre, la banque a annoncé une augmentation de 51% de ses bénéfices. Bénéfices poussés par la reprise des marchés financiers pour ses activités de trading et de bonnes performances pour la gestion de fortune. Morgan Stanley publie également aujourd'hui ses résultats et fait état d'une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre en raison d'une charge exceptionnelle de 535 millions de dollars, ce qui a compensé son rebond d'activité. Du côté des politiques monétaires des banques centrales, les investisseurs sont dans l'attente de la réunion de la BCE qui aura lieu le 25 janvier prochain à Francfort. Pour rappel, ce week-end, Philippe Lane, entre autres, déclarait qu'une baisse trop rapide des taux pourrait alimenter une nouvelle vague d'inflation. François Villeroy de Galhau s'est également exprimé hier au Forum économique de Davos. Le gouverneur de la Banque de France déclare qu'il est encore trop tôt pour la BCE de crier victoire dans sa lutte contre l'inflation. Il indique toutefois que la prochaine action sur le taux directeur de la BCE pourrait être une baisse dans l'année. Les investisseurs ne se montrent donc que peu optimistes à l'idée de l'assouplissement monétaire des banques centrales qu'ils espéraient dans les prochains mois. Côté indicateurs, pour commencer, partons en Allemagne, où la hausse de 3,8% de l'inflation sur un an en décembre a été confirmée par l'Office fédéral de la statistique. On a pris aussi connaissance de l'indice ZOO allemand pour le mois de janvier, qui ressort plus élevé qu'attendu à 15,2 points, après 12,8 en décembre et contre un consensus de 11,7 points.
Pour finir sur le plan macroéconomique, on note aussi la croissance des salaires britanniques qui ralentit sur les 3 mois de septembre à novembre pour atteindre 6,6% pour les salaires hors prime contre 7,2% pour les 3 mois se terminant en octobre. Du côté des valeurs, aujourd'hui, Dassault Systèmes profite de l'achat de Deutsche Bank et gagne environ 2%. Enfin, Air France KLM et CMA-CGM ont mis fin à leur partenariat moins d'1 an après le début de celui-ci. Cette collaboration avait initialement pour objectif de créer un géant du fret. Dans un communiqué de presse commun, ils évoquent les raisons de cette séparation, un environnement réglementaire contraint sur certains marchés importants qui n'a pas permis à la coopération de fonctionner de manière optimale. Le cours d'Air France chute. Demain, les investisseurs prendront connaissance notamment de l'inflation en zone euro en décembre ainsi que de l'indice des prix au Royaume-Uni. Côté US, ils prendront connaissance des ventes au détail et de la production industrielle pour le mois de décembre. Voilà, c'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter et commenter l'actualité boursière. Et nous avons le plaisir de recevoir 3 experts sur le plateau de Smart Bourse ce soir. Florian Yelpo nous accompagne tout d'abord. Bonsoir Florian Yelpo. Bonsoir. Responsable macro au sein de l'équipe multi-asset de Lombard Odier Investment Manager. Bienvenue à vous. Nous avons le plaisir d'accueillir également Pierre Bismuth. Bonsoir Pierre Bismuth. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria AM. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir également Nicolas Brault. Bonsoir Nicolas Brault. Bonsoir Nicolas. Directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bienvenue à tous les 3. On va peut-être commencer avec vous, Florian Yelpo, pour essayer de décrypter l'actualité macroéconomique qui nous amène effectivement à comprendre l'actualité financière. On a fini l'année 2023 avec des perspectives de baisse de taux des banques centrales attendues par les marchés depuis plusieurs mois. Un rallye sur les marchés actions notamment, beaucoup d'optimisme sur les marchés européens ou américains, alors parfois tiré seulement par quelques valeurs, mais qui traduisait quand même un certain optimisme. On commence 2024 avec peut-être un peu plus d'attentistes et surtout des gouverneurs de banques centrales qui tentent de tempérer tout cet optimisme. Quels sont vos scénarios? Comment est-ce que vous analysez cette séquence de début d'année, Florian Yelpo? Il n'y a pas que les gouverneurs qui tentent de calmer un petit peu le marché, il y a également les rapports sur l'emploi et les rapports sur l'inflation. Les chiffres donc qui sont également généralement plus hauts qu'attendus, ce qui devrait amener le marché à relativiser un petit peu les attentes de baisse de taux. Malgré ça, en dépit de cela, on continue de voir 6 à 6,5 baisses de taux anticipées sur 2024 côté Fed. C'est évidemment un facteur de soutien au marché parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à chaque fois qu'on se met à ajouter une baisse de taux attendue en plus, les taux réels sur la partie longue eux-mêmes se mettent à baisser et puis ça donne du mou à l'intégralité des marchés. Beaucoup de valeurs sont très sensibles à ces baisses de taux longs et le marché globalement se met un petit peu à remonter. Alors on a un début d'année qui forme une espèce de U. Là plus récemment on a quelques hésitations sur les deux derniers jours. Ce qui est important pour nous d'avoir bien en tête, c'est que pour former un scénario 2024, c'est que novembre était une histoire de désinflation, décembre une histoire de pivot banque centrale, donc essentiellement le canal des taux, les taux baissent, les marchés montent. Maintenant, pour que ça puisse continuer, il faut qu'on ait une amélioration des earnings, c'est-à-dire une amélioration des résultats des entreprises qui soit suffisante pour justifier des valorisations singulièrement plus élevées. En attendant, en termes de valorisation, avec des taux plus bas, ce qui était très cher hier n'est plus que cher aujourd'hui. Donc il y a aussi cette notion de cherté qui commence à reculer. Donc le scénario pour nous qui est important, la transmission, qui va prendre maintenant la main sur le volant, pour nous c'est la saison des résultats. Donc c'est ce qu'on va regarder en ce début d'année, c'est la saison des résultats. Le sujet inflation, c'est moins un sujet pour le début d'année 2024 par exemple. Il est déjà processé que l'inflation ralentit, voire décélère. Ce qui est marquant, je trouve, c'est à quel point le marché est passé de data dependent, comme l'étaient les banques centrales, c'est-à-dire on regardait chacun des points et puis on commençait à faire un mini scénario à 3 jours, à maintenant on a une espèce de scénario narratif très ancré que même les données et les banquiers centraux n'arrivent pas à invalider, relativiser, repousser. Donc ce scénario-là, c'est celui de la désinflation. Pour le moment, il faut que le marché risque de continuer à croire dans ce scénario. Pour nous, maintenant, la prochaine étape, c'est de se dire on veut plus de earnings, on veut plus de résultats pour arriver à avoir des valorisations progresser pour des vraies raisons, des raisons économiques, des raisons bottom-up.
Comment on explique cet optimisme, si je puis le dire ainsi? Alors ça se voit peut-être pas forcément sur les derniers jours sur les marchés actions, mais cet optimisme vis-à-vis d'une stratégie de baisse de taux des banques centrales rapide et nombreuse sur cette année 2024, Florian Guilbeault? C'est une grande question. Mais la réponse courte, pour nous en tout cas, c'est le moment auquel la Fed a opéré son pivot. Je pense qu'autour de cette table, enfin en tout cas, nous étions surpris par la vitesse à laquelle le pivot est intervenu. Ce pivot est probablement quelque chose d'assez préemptif. L'objectif de la Fed est assez clairement, de notre point de vue en tout cas, de délivrer ce soft landing, c'est-à-dire d'arriver à faire ce qu'aucune banque centrale de l'histoire, développée, disons, n'a encore réussi à faire, c'est-à-dire ralentir l'activité économique juste assez pour créer de la désinflation, puis remettre le pied sur l'accélérateur et redonner du mou à l'activité économique en faisant baisser les taux. C'est une opération assez risquée, assez oui. Risquée. Plausible ou... Qui pour l'instant semble plausible, c'est-à-dire qu'au sens où c'est fait de façon préemptive. C'est remarquable à quel point c'est fait de façon préemptive. Normalement, on aurait pu imaginer, d'après les données, qu'on aurait dû voir une dégradation marginale sur le marché de l'emploi américain, un peu plus de chômage et en même temps qu'un peu moins d'inflation. C'est pas du tout ce qu'on a. On a une inflation qui est assez robuste, celle des services l'est en tout cas aux États-Unis, et le taux de chômage ne monte pas, je veux dire, au contraire, il a baissé sur deux rapports consécutifs. Pierre Bismuth, on va continuer avec vous. Même question, votre scénario un petit peu sur ce début d'année. Les marchés, effectivement, donc price des baisses de taux rapides, alors plus rapides pour la Fed que pour la BCE. Si on reste sur l'économie américaine dans un premier temps, quels sont vos scénarios? Quel est votre scénario vis-à-vis de la politique monétaire de la Fed et en lien peut-être avec votre compréhension du contexte économique? Alors, sur les taux d'intérêt aux États-Unis, nous, notre lecture, c'est que le taux à 10 ans s'équilibre à 4, puisque le marché veut une courbe plate. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui est pricé, puisqu'on price 6 baisses de taux, ce qui nous ramènerait à un taux Fed Fund à 4, donc une courbe complètement plate sur le 3 mois 10 ans, ce qui nous mettrait une économie américaine qui serait évaluée parfaitement, à savoir qu'on a 2% de croissance, 2% d'inflation, ad vitam aeternam, et c'est formidable. Donc le meilleur des mondes. Exactement. Donc tout se dessine pour le meilleur des mondes en 2024, c'est ça, dès le début? Le marché est à l'équilibre. Enfin, d'ailleurs, tous les marchés sont à l'équilibre. Parce que vous avez commencé en parlant de rallye action en décembre, mais il y a eu un rallye obligataire absolument hallucinant. Bien sûr. Hallucinant également en décembre. Et je pense qu'il était bien plus fort, en tout cas, sur les 2 derniers mois de l'année, le rallye obligataire que le rallye action. C'était vraiment incroyable, cette performance des marchés obligataires, où on se dit, finalement, l'inflation est morte et on revient à ce qui prévalait avant Covid, on va dire. Et de notre point de vue, c'est assez vrai, puisque, effectivement, on imagine mal un taux d'inflation. Alors, il faut faire attention à ce qui va se passer en mer Rouge, mais on imagine mal un taux d'inflation revenir à 10%, comme on l'a connu en 2022. Et c'est d'ailleurs ce que montrent les anticipations d'inflation. Donc, moi, j'ai l'impression que le marché en 2024, je peux me tromper, mais pas sûr, que les données publiées, c'est fini, on s'en fiche. Et en fait, ce qui compte maintenant, c'est savoir ce qu'évalue price la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, pour nous, c'est une courbe plate, complète. C'est ce que le marché souhaite. Et on a des anticipations d'inflation qui sont parfaitement ancrées. Alors, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et ça, c'est génial. Mais alors, juste là-dessus, pour bien comprendre, on en aurait discuté il y a quelques mois. Beaucoup disaient, attention, les effets de second tour, ça fait un an et demi qu'on en parle. Ils sont là, les négociations de salaire sont là, les hausses de salaire sont passées, donc l'inflation va durer longtemps. Et là, en fait, on se rend compte que tout cela a disparu quelque part. On a effectivement une anomalie économique que personne n'arrive à résoudre des deux côtés de l'Atlantique, c'est qu'on a des économies qui sont hyper résilientes avec plein de crises. Et alors, on a des explications parfois aux États-Unis, oui, c'est encore la queue des mesures anti-Covid, etc. Personne ne comprend pourquoi ça ne s'est jamais produit. Enfin, vraiment, une économie aussi forte aux États-Unis, et même en Europe, on est moins bien loti en Europe qu'aux États-Unis. Bien sûr, oui. Normalement, on devrait avoir, je sais pas, franchement, avec toutes les crises qu'on a, une crise énergétique, des crises au Proche-Orient, on devrait être en récession digne de 93, des taux d'intérêt hyper élevés avec un marché de l'immobilier à l'arrêt. Franchement, on ne devrait pas avoir cette économie. Et pourtant, finalement, on a des taux de chômage qui sont vraiment hyper contenus. On crée de l'emploi. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on crée beaucoup d'emplois pour finalement avoir un taux de chômage assez stable. Bien sûr, oui. Donc,
y a des incompréhensions économiques et je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je vous avoue, je n'ai pas la moindre idée pourquoi les économies réelles se comportent aussi bien. En tout cas, les marchés le constatent. D'accord. Nous-mêmes, intervenants de marché, on le constate. Moi, ma seule analyse, c'est que pourquoi les marchés sont optimistes, c'est qu'on a des taux réels qui sont aux alentours de plus 0,5. Et ces taux réels sont absolument inconnus depuis je ne sais pas combien de temps. Vraiment, enfin, comme on a une politique de taux zéro avec des inflations au tapis, ça fait, 10 ans qu'on est complètement drogué au taux zéro, et on avait des taux réels plutôt de l'ordre de -1, -1,5, et l'économie fonctionnait vraiment poussivement en Europe, hein. C'était vraiment horrible. Là, on a des taux réels qui sont positifs. Normalement, on devrait être donc on est en restriction monétaire, et pourtant, les économies se portent beaucoup mieux que quand on avait des taux réels négatifs. C'est une énigme, mais le marché le constate, pour reprendre vos mots. Donc, le marché comme nous, on se dit, finalement, on a des taux réels au plus haut. On imagine difficilement que ça puisse aller plus haut, mais on pense que ça peut aller finalement plutôt vers zéro. Donc, on a des marchés à l'équilibre qui sont plutôt optimistes, et franchement, on est plutôt optimiste. Donc, nous, sur le scénario de marché, prudemment, on se dit... Franchement, soyons neutres sur la duration parce qu'on ne comprend pas bien ces niveaux de taux. Tout ce qu'on peut dire, c'est que on va peut-être pas arbitrer ni les banquiers centraux ni les marchés. Oui, bien sûr. Voilà, on peut se dire, on peut changer de fusil d'épaule. Et on en parlera peut-être sur les positionnements des portefeuilles, mais très honnêtement, pour nous, c'est vraiment l'équilibre. Et effectivement, on a des économies qui sont ultra résilientes dans des contextes qui sont très étonnants. Rapidement, si baisse de taux de la Fed en 2024, c'est plausible, c'est pas le sujet aujourd'hui, ça changera pas globalement le comportement des marchés, ou au contraire, c'est quelque chose qu'on regarde de très près? Alors nous, très honnêtement, ce qui compte, c'est qu'il n'y aura pas de hausse de taux de la Fed. D'accord. Les 6 taux, c'est vraiment une résultante d'une forme de courbe des taux, donc ça bouge tout le temps. Oui, bien sûr. Oui, non, mais on en parle aujourd'hui, mais ça oui, non, mais ça bouge tout le temps. Alors, est-ce que c'est prédictif? Je suis pas sûr. Nous, on n'y croit pas une seule seconde. Et puis, c'est surtout qu'on a une année électorale, donc on va voir quels sont les programmes, les programmes en jeu, et on va voir si finalement ces programmes sont plutôt inflationnistes que récessionnistes. Mais je crois qu'on a tous la réponse vu les personnages en jeu. En jeu aux États-Unis. Nicolas Brault. Alors, question très ouverte, parce qu'effectivement, j'ai axé sur la politique monétaire, mais on se rend compte que la compréhension du contexte économique est un petit peu plus large. Comment est-ce que vous voyez ce début d'année, ce scénario Goldilocks qui commence à se mettre en place? On en avait déjà parlé il y a 6 mois. Finalement, il avait été un petit peu remis en cause, et là, on a l'impression que personne ne voit le mal sur le déroulé de cette année 2024 en ce début d'année aujourd'hui. Pour une fois, moi je suis réservé en fait. Mais c'est une réserve qui est à la fois facile, parce que le contexte est compliqué. Bien sûr, oui. Les marchés ont fait un rallye, et l'un et l'autre, Florian et Pierre, ont dit qu'à fin décembre, en fait, on a eu parfois ce qu'on attendait pour 2024. Bien sûr, oui. Parce qu'il y a aussi un peu moins d'inconfort. Bon, il faut être relatif, hein. Il suffit d'ouvrir la télé ou la radio pour voir tout l'inconfort qui est en fait endémique. Bien sûr. Ouais. Sur les marchés, je dirais que par rapport à il y a un an, pendant toute l'année 2023, j'ai lu beaucoup de choses intéressantes, mais parfois qui étaient très, très loin de la réalité ou du déroulé. Des gens avoir des prévisions sur les résultats qui allaient se cracher, hein. Oui, bien sûr. Oui. Moins 20%, nenni point. On va constater dans un mois, on aura eu l'addition et le bilan 2023, mais enfin, disons qu'on a des profits qui sont stables, probablement aux États-Unis sur un an. On a des entreprises qui résistent depuis un an et demi, quoi qu'il se passe globalement. Je suis un très grand, très passionné de la résilience et de l'efficacité de gestion qu'on a dans les entreprises, et l'Europe n'a, de ce point de vue-là, rien à envier aux États-Unis, d'autant qu'il y a moins de macro, il y a moins de soutien de la croissance depuis des décennies. Mais néanmoins, d'un point de vue de la micro, il y a peu de pricing power. La réalité, c'est que tout le monde fait semblant ou prétend vouloir maintenir ses prix élevés, mais ça ne peut pas matcher.
Ça ne peut pas matcher. Il y a objectivement, c'est facile de parler comme ça, mais il y a des choses qui sont trop chères. Le coût du voyage, le coût de l'hébergement, le coût de l'hôtellerie, le coût de plein de choses. Je ne parle pas de l'agroalimentaire, etc. Dans l'agroalimentaire, il y a des arbitrages que font les consommateurs du monde entier, déjà depuis des trimestres et des trimestres. Il se passe des choses dans des formats très entrée de gamme qui ne résistent plus aux arbitrages du consommateur. C'est plus du tout une affaire de pas cher ou très cher, high-end, premiumisation. On peut lire que la décélération justement de l'inflation va redonner un peu de souffle en matière de pouvoir d'achat, et c'est pas ce que vous dites. Vous dites qu'il y a encore des choses qui sont trop chères aujourd'hui. Oui. Dans certains secteurs d'activité. Oui, parce que la décélération de l'inflation, le fait qu'elle ne monte plus... Oui, ça ne veut pas dire qu'elle descend. Ça ne veut pas dire qu'elle baisse. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'elle baisse. Donc, en micro, en tout cas, une des choses que je vais regarder, qu'on a commencé à regarder, c'est cet arbitrage prix-volume. Clairement, l'inflation est sortie du chapeau à l'occasion de l'Ukraine, ça a été le catalyseur. Bien sûr. Et beaucoup ont réussi à monter les prix. Certains, c'était une retranscription du sous-jacent, c'est pas du pricing power. D'autres disent je vais en garder. Je suis dubitatif. Les effets de cannibalisation ou de destruction de la demande, des volumes, ils sont patents déjà en 2023. Les marchés ont relativement bien tenu parce que le mix bas de page, c'est des marges qui tiennent. Mais c'est un équilibre qui est fragile. Et s'il y a une tendance... moi, je préférais des entreprises qui disent on va baisser nos prix de 5 points après les avoir montés de 10, parce qu'on sent que ça va créer une réaction positive en termes de volume. Ça va restaurer de l'envie de consommer ou du pouvoir d'achat. Si c'est ça, c'est comme les entreprises qui investissent beaucoup et ça peut plomber la marge temporairement. Bien sûr. Je suis dans le camp de ceux qui préfèrent les entreprises qui investissent au prix du présent ou du très court terme. Et là, cette donnée, je crois qu'elle est vraiment, vraiment importante. Et puis après, en termes de macro, sur les taux d'intérêt, moi, je n'ai pas de scénario original. Je dirais que le sujet est tellement prégnant sur les marchés financiers que le jour où les banques centrales baisseront les taux, je serais plutôt suspicieux que ça puisse entraîner une correction plutôt que le contraire. Les marchés anticipent beaucoup, Oui, bien sûr. Mais alors, du coup, si je comprends bien, vous nous dites un petit peu ce que nous disait Florian Guilbeault aussi, c'est que ce qu'on regarde là en début d'année, c'est effectivement les résultats des entreprises, mais peut-être de manière un petit peu plus précise que les trimestres précédents, parce que ça va être réellement l'indicateur à suivre de près. La saison des résultats vient tout juste de commencer. On a eu effectivement des résultats de certaines grandes banques américaines, certains groupes, ou en tout cas marques de luxe aussi, même si on attend encore beaucoup de résultats d'entreprises. Comment est-ce que vous analysez ou comment est-ce que vous vous projetez sur cette saison des résultats de début 2024, Nicolas Brault ? Je ne sais pas. D'accord. Ma tentation est de voir des dégradations. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on les voit. Ok. Mais pour bien comprendre, ce serait une bonne nouvelle de voir des dégradations ou ce serait la validation d'un scénario ? Dégradation des perspectives de résultats. D'accord, oui, bien sûr. Je ne suis pas sûr qu'on les voit. Le point de départ est toujours le même. Avant la période de publication, il y a eu un réajustement, un reset des earnings. Bien sûr. J'ai vu, par exemple, que depuis 2 mois, les estimations de résultats américains ont été revues à la baisse de 7%. Donc la capacité à ne pas décevoir, elle est travaillée à l'avance par les CFO et les équipes de relations investisseurs. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le fond. Le fond, c'est plus 2024. Je pense que la saison de publication de résultats, comme on retient un peu son souffle, on parlera du luxe, on va avoir des ruptures. On va avoir des ruptures dans le luxe. Des ruptures par rapport au très bon, mais c'est une véritable inflexion. Mais sur des tas de secteurs, et il est possible qu'on soit en fait soulagé par rapport à nos craintes. Ça, c'est sur l'immédiateté, le court terme. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est pas 23. On est censé l'avoir connu à peu près bien. C'est 24 et peut-être assez vite au-delà. Mais et 24, comme sur plein de sujets, peut-être un peu bien, peut-être un peu moins bien. Tout ça, ça fait très plat comme anticipation sur les taux longs, sur les taux courts, sur les earnings, sur la croissance. Il n'y a pas de croissance. Sur les earnings,
le boulot qui a été fait depuis choc contre choc, Covid, reprise derrière, les problèmes de supply chain, la hausse des frais financiers, tout ça, a été remarquablement encaissé. Je suis un peu moins confiant sur la capacité à maintenir une dynamique de résultats positifs en 2024 parce qu'il n'y en a pas beaucoup sous le pied. Pas sûr que les taux d'intérêt baissent tant que ça. Quel que soit pas sûr que les prix baissent, les prix des entrants baissent tant que ça, que le coût du travail baisse. D'ailleurs, ce ne serait pas une bonne nouvelle. C'est enfin une bonne nouvelle concernant l'humain. Que les salaires montent, ça se voit sur la profitabilité des sociétés. Voilà, l'économie vit du travail des hommes et des femmes. Donc, je trouve ça une très bonne nouvelle peut-être pour le prochain cycle. Mais en clair, pas beaucoup d'attentes, et c'est pour ça que je suis un peu plus réservé, parce que on a envie d'être programmé sur attendons de voir comment se passe le début d'année. Un monde où la machine a créé de la volatilité. Pour l'instant, tous ceux qui ont prévu une remontée de la volatilité se sont trompés. Mais la machine a créé de la volatilité en 2024 avec beaucoup d'échéances électorales et une tentation populiste à, tu le laissais entendre, laisser dériver encore plus les déficits. Il va falloir être discipliné, je crois, cette année. Voilà. Florian Guilbeault, alors sur cette saison des résultats, pour regarder effectivement ce qui se passe au niveau des entreprises, est-ce qu'on laisse passer le début d'année, effectivement, ou est-ce que quand même il y a des attentes qui peuvent changer, des convictions, selon ce qu'on verra dans les résultats des entreprises américaines, par exemple ? Alors, je sors de comité d'investissement et effectivement, le côté cautiously optimistique, c'est-à-dire optimiste mais pas trop, je pense que c'est un peu le mot d'ordre de la plupart des interactions qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Je pense également qu'il faut néanmoins faire une différence dans la saison des résultats entre la croissance des ventes et puis l'évolution des marges. La croissance des ventes attendue, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais elle est de l'ordre de 6 à 7% au niveau mondial pour 2024 et 2025. Ce qui est un peu une valeur ni bien ni pas bien entre les deux. Par contre, la progression des marges attendues par les analystes, elle est assez prodigieuse. Elle est de l'ordre de plus de 10% en progression, ce qui semble être beaucoup plus difficile à servir. Côté macro, nous, on perçoit une amélioration économique. Aujourd'hui, dans les indicateurs de suivi de la macro qu'on a, on a à peu près 70% des données qui sont en amélioration en janvier. C'est quelque chose de très frais, très nouveau, qu'on avait eu cet été aussi, mais qu'on n'a pas eu dans le creux de la vague en octobre-novembre. Okay, tout ça pour dire qu'on a eu un troisième trimestre aux États-Unis très surprenant, tiré par la consommation, très positif, qu'on a pu retrouver aussi dans la valorisation de certaines entreprises. On s'attend aussi à une reprise de cycle au premier trimestre sur la base de ces indicateurs-là. D'accord. Maintenant, l'économie ce n'est pas les marchés, comme on le répète bien sûr, souvent. C'est-à-dire que la transition de l'économie vers les marchés, et je pense que c'est là que je rejoins Nicolas, c'est que cette transition, elle va se faire au travers de la dynamique des marges. Aujourd'hui, qu'on fasse 7% de croissance des ventes en nominal, c'est-à-dire un peu d'inflation et un peu de croissance réelle, ou qu'on en fasse 8 ou qu'on en fasse 5, ça ne changera pas le destin de grand nombre d'entreprises. Par contre, ce qui va changer leur destin, c'est leur capacité à conserver leur pricing power, le fait qu'elles soient quand même capables de maintenir des marges élevées dans un moment où la plupart des salaires sont en train de croître globalement, même en Europe, ce qui est quelque chose d'assez rare pour être remarqué. Donc, bien faire la différence. Croissance des ventes, croissance des marges. Et on a connu un très long cycle de marges très fortes, qui ont beaucoup contribué, je pense, au rallye action globalement. Si ce cycle-là se termine parce que le prix des intrants continue à remonter, il y a des tensions géopolitiques, on parlait des élections qui vont venir. Ces élections, si parti populiste il y a, l'autre thématique, c'est aussi la régionalisation. C'est pas qu'une question de déficit, mais c'est aussi une question de former des blocs. Ces blocs-là, ils sont aussi source de tensions géopolitiques, de volatilité sur le prix dans le prix des matières premières, qui vont venir affecter les marges également. Donc c'est une année qui va être, je pense, assez turbulente au niveau des marges. D'accord, c'est ce qui explique ce qui pourrait être la source de notre défiance vis-à-vis de 2024. Donc il faut s'attendre à ce que des entreprises de toute façon aient des difficultés effectivement sur les marges en 2024 en lien avec la difficulté à passer de nouvelles hausses de prix ou à conserver des prix élevés. Et en faisant face également à un prix des intrants, les hommes et les femmes, bien sûr, mais aussi les matières premières, qui peuvent progresser. Alors les salaires, on sait, par contre, on le voit très bien, chacun des rapports sur l'emploi aux États-Unis le montre, le taux de croissance des salaires est là, il est fort, il est dynamique. D'ailleurs, il attire des gens qui ne travaillaient pas, qui n'étaient pas dans la population active, qui se mettent à travailler. Le taux de participation progresse, ce qui est un signe qu'effectivement, le marché de l'emploi est assez attractif pour le ménage américain. Donc, vous voyez, on a des coûts qui progressent, des prix qui devraient cesser ou qui devraient moins progresser, et du coup,
des marges qui normalement devraient se contracter. De combien? C'est la question. Alors, j'avais envie de faire un petit focus luxe, alors on va peut-être commencer avec vous, puis on continuera avec Pierre Bismuth et Nicolas Brault, mais quid du luxe en 2024 qui a tiré la cote parisienne sur toute la première année de 2023 ? Est-ce qu'il faut accepter que les semaines et mois à venir vont être un petit peu plus compliqués pour les valeurs du luxe ? Alors, je vais faire une réponse d'économiste. Si on a soft landing et si on a une poursuite de la désinflation, on pourrait voir la conviction des investisseurs gagner en momentum et se tourner vers les valeurs qui ont justement accumulé du retard, au nombre desquelles tout ce qui est un peu value et dans lequel je classerais volontiers le luxe. D'accord. Donc pour nous, on s'attend à ce qu'on appelle un rallye des retardataires au premier semestre de l'année jusqu'à mai-juin à peu près, basé sur justement des taux qui sont modérés, un environnement de croissance qui n'est ni bien ni pas bien et puis qui donne l'envie aux investisseurs d'aller chercher des cotations qui sont des dossiers, comme vous dites, qui sont un petit peu restés en retard par rapport à... qui sont des retardataires, ou qui étaient en avance peut-être début 2023. Donc est-ce qu'il y a un retard à rattraper début 2024 ? C'est un peu la question, Pierre Bismuth. Alors peut-être qu'on peut élargir avant d'aller sur le luxe, ou peut-être commencer par ça. Sur le luxe, nous on prend ça, surtout moi qui suis allocataire d'actifs, je prends ça comme un call macro, donc un call émergent, un call tourisme, et je pense que là où c'est difficile pour nous d'être neurasthénique, c'est qu'on a des champions français, on accueille les Jeux Olympiques, et on a les Champs-Élysées, on est juste à 2 pas des Champs-Élysées, et pour être passé récemment devant le vaisseau amiral d'une grande marque de luxe... sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, on peut dire que la queue est phénoménale. Donc, c'est sûr que LVMH, pour le citer clairement, a déçu parce que les ventes étaient... moins extraordinaire qu'attendu. On va voir, donc ça a corrigé, on va voir si le chiffre d'affaires du dernier trimestre est plus en ligne avec les espoirs, mais c'est vrai qu'il y a des forces de marques qui sont irremplaçables. Donc c'est un peu comme si on... Même si depuis quelques mois, il y a moins de demandes effectivement sur ce secteur-là. Oui, mais c'est comme Apple. Apple, pour nous, c'est vraiment du luxe. Et effectivement, la valeur, là, vient de se faire dépasser par Microsoft en capitalisation boursière. Mais on parle de prix astronomiques qu'on a du mal à voir baisser tant l'attractivité est forte et c'est un signe de ralliement. Donc, prenons plutôt ça comme un call macro. On va dire que certes, ça a un peu baissé ou ça fait un peu du surplace en ce moment. Mais justement, on est encore une fois dans un marché un peu à l'équilibre. Je pense que le secteur du luxe, plus largement la consommation discrétionnaire, mais c'est justement ce qui met du baume au cœur, on va dire, au marché, c'est que finalement ça se tient globalement bien, sûr, ouais. Avec bien sûr des risques idiosyncratiques. Il y a des entreprises qu'on a vu. Donc on en parlait avant l'émission, le faux luxe que Burberry peut représenter. D'accord. Mais voilà. Non, mais c'est sûr qu'on voit bien qu'on a des entreprises qui ont des difficultés intrinsèques et propres à leur business model. Mais globalement, le secteur du luxe, justement, on voit quand même que c'est plutôt, encore une fois, un secteur qui est plutôt à l'équilibre, avec, oui, des à-coups. Mais c'est vrai que tout le monde attend les résultats des locomotives. Donc, et on en parlera avec Nicolas Brault après, mais les résultats de Burberry, par exemple, ne sont pas annonciateurs de résultats pour LVMH ou Kering. Non, je crois que c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même attractivité, c'est pas du tout la même marque, c'est pas la même force de la marque. Il y a une gestion des marques chez LVMH qui sont sans commune mesure, je pense, avec Burberry. On sait pas la même. Avant de passer la parole à Nicolas Brault, Pierre Bismuth, au-delà du secteur du luxe, comment est-ce que vous voyez cette saison des résultats se dessiner ? On en a parlé aux États-Unis, peut-être sur le sol européen également. Qu'est-ce que vous scrutez de près ? Non, mais en fait, je pense que les résultats vont... Alors, c'est assez bête ce que je vais dire, mais compte tenu des taux d'intérêt, toutes les entreprises qui ont du cash vont forcément avoir des résultats très soutenus par les intérêts que procure leur cash. D'accord. Oui. Donc je pense notamment à Apple, parce qu'on en a parlé dans un autre contexte. Et c'est vrai que quand on a plus de 100 milliards de cash qui capitalisent à plus de 5%,
c'est vrai que vous avez directement des résultats qui sont tirés par les intérêts qui sont de l'ordre de 5 à 10 milliards en fonction de ce que vous avez sur votre compte bancaire. Donc les grands gagnants de 2023 seront les gagnants... Les grands gagnants sont les cash rich. Et en fait, c'est ce qu'on voit. De toute façon, quand vous regardez le marché du high yield ou du crédit, c'est assez clair. C'est que les entreprises qui sont finalement faiblement, qui ont un effet de levier assez faible, s'en tirent super bien. Et si on regarde, hormis ce rallye incroyable qu'il y a eu sur les petites et moyennes capitalisations qui étaient hyper en retard en novembre et décembre, sous l'effet justement de taux qui se détendent, ce qui a un peu ravivé le marché, on a des différentiels de valorisation entre grande capitalisation et petite, bien sûr, oui, qui sont énorme. Et en fait, c'est vraiment que là, on dit que le marché va bien, etc. Mais quand on regarde finalement tous les secteurs c'est pas les secteurs, mais les capitalisations boursières, on voit que le segment des petites et moyennes valeurs est très très en retard et souffre de ces coûts de financement. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans le marché du high yield. Le high yield, quand on est sur du double B ou simple B+, on va dire, ça se comporte plutôt bien. Quand on regarde sur les triple C, là, on peut avoir des craintes sur ces entreprises avec des taux élevés qui ont du difficulté à faire passer des hausses de prix. Donc, tout ça pour dire que peut-être que 2024 va être encore plus discriminant du fait de ce pivot atteint par les banques centrales. Et c'est vrai que les entreprises qui ont pu profiter, qui ont pu avoir une boucle inflation-profit, bien plus que inflation-salaire, parce que moi j'ai l'impression quand même que inflation-salaire, c'est quand même un peu devenu has-been. C'est très 20e siècle, c'est pas vraiment 21e siècle. On a effectivement eu une boucle inflation-profit. Bien sûr, ouais. Et cette inflation-profit, les entreprises qui ont pu véritablement profiter de l'inflation précédente ne vont pas avoir de problème de refinancement. On pourrait se dire, les entreprises au rendement, finalement, se finançaient à 2%, maintenant elles se financent à 7%. C'est grave. Pas vraiment, puisque si leur chiffre d'affaires est indexé à l'inflation, normalement, il n'y a aucun problème. Et c'est ce que montrent les primes sur le risque de crédit. Donc, je trouve que le marché, en fait, vous donne les bonnes indications. Les petites et moyennes valeurs souffrent, petites souffrent, et le seul ballon d'oxygène, c'est les taux qui baissent. Les grosses entreprises, encore plus aux États-Unis, je pense qu'au 7 magnifique, honnêtement, si vous prévoyez la fin de l'intelligence artificielle en 2024, je veux bien me mettre en face de vous. Nicolas Braube, alors je voulais vous lancer sur le luxe, mais on peut parler d'intelligence artificielle aussi, mais peut-être un mot quand même... Effectivement, que ce soit le luxe ou l'intelligence artificielle, d'ailleurs, c'est deux tendances quand même qu'on a beaucoup regardées en 2023. Comment est-ce que vous analysez d'un point de vue sélection d'entreprises ce début d'année 2024 ? Alors effectivement, le luxe, est-ce qu'il est en retard ? Est-ce qu'il était trop en avance en 2023 ? L'intelligence artificielle, est-ce que c'est ça qui va continuer à donner là sur les marchés financiers cette année ? Oui, je n'avais pas pensé à ce lien. Et, non, mais il n'y en a pas. C'est vrai que c'est deux segments avec lesquels ça a été une source de création de richesse. Hein. Sur le luxe est plus ancien. Moi, je suis un fan de luxe. Hein. En plus, je suis dans une maison de gestion privée. Bien sûr. Ça rime très très bien. Pierre l'a souligné. Enfin, on a des champions... terme galvaudé en France, mais on a des vraies références mondiales, sans concurrence visible, et on espère invisible, des Chinois anytime soon, même des Américains, parce que jusqu'à un passé récent, ils n'avaient pas la même conception du luxe. Hein, bien sûr. Plutôt une voiture, une croisière et un hôtel 5 étoiles ou 6 étoiles. Une fois qu'on parle maintenant concrètement, le vent a tourné il y a 6 mois. Donc ça se dégrade. Les années post-Covid sont maintenant passées à une phase de digestion, et la réalité, c'est que le secteur est devenu sans croissance, enfin ex-growth. On va le voir, on a Richemont dans quelques jours, la semaine prochaine la référence qui est LVMH. Et donc il y a eu un point d'inflexion, et je crois que la bourse a eu un temps d'avance sur le narratif qui va suivre et sur le constat. D'un point de vue fondamental, il y a une énorme discrimination, ça a été évoqué aussi, de performance, de vente, depuis des trimestres entre les acteurs. D'un point de vue boursier, il y a une phénoménale polarisation des performances, qui est à l'image des performances réelles. Hein. Alors, tout le monde dira toujours que les Hermès est trop cher. Enfin. Les performances n'ont juste rien à voir avec LVMH, d'une part,
Et si on compare à Kering, pour ne rester que dans l'univers français, c'est jour et nuit. Jour et nuit. Or, des marques qui essayent de se repositionner, je ne pense pas que le Burberry soit très légitime dans le luxe, mais qui cherche à se repositionner, ou Gucci, qui a besoin de se repositionner chez Kering, quand les vents deviennent contraires plutôt que favorables, c'est un exercice beaucoup plus délicat. Donc, ça explique aussi cette polarisation, parce qu'il y a des groupes qui sont fragilisés. Et puis, il y a des gens qui viennent faire des acquisitions très importantes, et puis il y en a d'autres qui génèrent 16, 17, 18 milliards de free cash par an, c'est la référence, ou Hermès qui va terminer l'année avec 10 milliards de trésorerie nette. Bon, on n'achète pas Hermès pour ses liquidités. Hein. Non, bien sûr, mais ça explique... oui, bien sûr. Ça donne une autonomie d'exécution de la stratégie qui est phénoménale. C'est acyclique. C'est pour ça que c'est intemporel au niveau des produits et intemporel aussi au niveau d'une certaine maîtrise des paramètres de croissance. Alors, maintenant, depuis 6 mois, ça baisse. Sauf vraiment Hermès, mais ça finira peut-être par se produire. On va avoir une saison de publication de résultats où le reality check va avoir lieu et où les révisions de résultats, vague 2, vont être importantes. Est-ce que ça sera tout fait au premier trimestre ou il faudra attendre le deuxième trimestre? Pour l'instant, au niveau demande réelle, les Chinois, non seulement c'était pas fort, mais c'est plus mou que même les faibles craintes. Aux États-Unis, ça ne s'enfonce plus, mais c'est à peine positif. Et en Europe, il n'y a plus de croissance. Donc, au niveau de la demande réelle, c'est plat. Donc, on n'a pas beaucoup de perspectives, ça s'améliore. J'ai néanmoins une impression, c'est que c'est un secteur qu'il faudra savoir acheter en 2024. Se positionner au bon moment. Au bon moment, ça on l'espère tous. On l'espère tous, bien sûr. Ouais, mais normalement, mais donc ça va créer des opportunités, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. C'est trop tôt. Hein. Les vents sont contraires, le narratif n'est pas bon, les analystes ne font que réviser à la baisse. Mais la bourse est en avance. Donc à partir du moment, peut-être, où on constatera, est-ce que c'est l'été prochain, que les flux de nouvelles sont toujours pas bons, la visibilité ne s'améliore pas, mais qu'il n'y a plus de révision en baisse des résultats, le de-rating, il est déjà presque terminé. Mais est-ce que, comme nous disait Pierre Bismuth, un effet JO, par exemple, peut avoir un impact sur des valeurs françaises championnes de leur secteur, effectivement, à l'heure où Paris va être la capitale mondiale pendant quelques semaines? La réponse est évidemment oui, mais on parle bien d'un épiphénomène. Secteur qui est sans croissance, pas d'un secteur qui risque de perdre 10% de son chiffre d'affaires. Hein. Oui, bien sûr. Si c'est ça, la correction n'est pas terminée. Donc, on revient à un sujet qu'on a coutume de manier dans la macro, soft landing ou hard landing. En fait, le vrai sujet, une fois qu'auront été réajustées vraiment les estimations de résultats, on va dire 2024-2025, si on a un scénario de soft landing, et là, il y a des éléments structurels, parce que ce qui est à l'œuvre, c'est des éléments conjoncturels. Il y a des éléments structurels qui soutiennent la demande de luxe. Enfin, les jeunes regardent le luxe partout, mais partout dans le monde. Même en France, où on se méfie, les expositions, il y a du monde, il y a une appétence pour ça. Et puis, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de religion, il y a une recherche d'identité, il y a une recherche de statut dans certaines régions. Et ça passe par le luxe, ça? Non, mais ça correspond en tout cas à la satisfaction de certains de ses besoins. Donc oui, c'est un truc qu'il faudra regarder cette année, mais en étant, comme sur le reste, je crois, patient. On arrive presque à la fin de l'émission. Alors, on va continuer avec vous, Nicolas Brault, mais rapidement, qu'est-ce que vous regardez dans ce début d'année de manière très ouverte, de manière très large? J'ai mentionné l'intelligence artificielle, ça peut être ça ou complètement autre chose, mais qu'est-ce que vous regardez en ce début d'année? D'un point de vue négatif ou positif? C'est à vous de me dire. Non, mais l'intelligence artificielle, on va tous regarder, d'abord parce que c'est nouveau, parce que très convaincu que c'est un multidécenniel, une tendance à très 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 long terme. Néanmoins, ça a été le seul thème réel de 23. Bien sûr, inflation, banque centrale, soft landing, hard landing, mais le thème nouveau, c'est l'intelligence artificielle. Ça a des conséquences productivité, très très convaincant. Bon, en 24, il va juste falloir vérifier que le régulateur ne se met pas trop dedans. Il y a des sujets philosophiques associés à tout ça. Pour ça que ce qui s'est passé chez OpenAI avec Sam Altman
était passionnant, parce que chacun peut y lire différentes choses. Il y a des élections, donc il y aura peut-être une tentation du politique de s'en mêler. Et puis, il y a un moment donné où il faut, pour qu'il y ait une adoption de masse des outils d'intelligence artificielle, il faut que le client final soit convaincu de ses bienfaits et qu'il soit prêt à payer un peu plus et que les sources d'erreur soient limitées. Donc, il y aura des tests. Je ne veux pas être négatif, il y aura des tests. Sinon, ce qu'on regarde avec une optique qui est vraiment 24-25, c'est les valeurs moyennes, les petites et moyennes valeurs. Ce sera peut-être enfin le moment des petites et moyennes valeurs. Ça sera enfin. C'est un bon moment pour construire quelque chose sur les petites et moyennes valeurs. Florian Yelpo, qu'est-ce que vous regardez rapidement sur cette année 2024 qui s'ouvre ? Tous les retardataires de 2023, comme D'accord, je le disais, quels que soient les secteurs. Encore une fois, c'est le rallye des retardataires auquel on s'attend le plus, en tout cas une surperformance des retardataires par rapport à ceux qui auraient justement pris de l'avance durant le cycle précédent. Ça veut dire le high yield, ça veut dire les émergents en crédit notamment, ça veut dire un jour les actions émergentes et puis les actions européennes qui, mine de rien, aussi ont un petit peu de retard encore. Les actions émergentes, on en parlera dans un instant, mais tout d'abord et pour finir, d'ailleurs, Pierre Bismuth, qu'est-ce que vous regardez comme ça en ce début d'année 2024 ? Eh bien, nous n'avons pas changé notre fusil d'épaule. On adore les pays occidentaux, on aime les large cap et on aime beaucoup le high yield. Non, on n'a vraiment pas changé. En fait, le 1er janvier ne nous a pas mis des paillettes dans les yeux. Donc on reste sur les stratégies. On est resté dans la continuité de 2023. Merci beaucoup, messieurs. Merci Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria AM. Merci Florian Yelpo, responsable macro au sein de l'équipe multi-asset de Lombard Odier Investment Manager. Et merci Nicolas Brault, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème, un marché à thème qui va se concentrer sur les performances des marchés émergents en 2023, évidemment sur les perspectives que l'on peut en attendre en 2024. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Thaïs Battista. Bonsoir Thaïs Battista. Bonsoir Nicolas. Vous êtes gérante de portefeuille et spécialiste des marchés émergents chez Shellshare Prince Gestion. Alors effectivement, quand on parle de marchés émergents, on parle de différentes régions du monde, d'ailleurs différents marchés. Pour autant, quand même, c'est une classe d'actifs qui peut avoir certains traits communs. Comment est-ce que, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé en 2023, comment est-ce que ces différentes classes d'actifs sur les marchés émergents se sont comportées, que ce soit les obligations, les devises ou les actions? On peut peut-être commencer par les obligations, Thaïs Battista. Bien sûr. Alors, 2023 était un an positif pour les marchés émergents. Des obligations corporate souveraines ont délivré des retours des 2 chiffres. C'était par rapport à pareil avec les autres marchés développés. Bien sûr. Oui. Mais il faut faire attention quand on regarde les niveaux des taux futurs US au début des 23 et à la fin de 23, c'était malgré toute la volatilité, c'était stable. Bien sûr. Et les niveaux des spreads, c'était aussi stable. Alors, qu'est-ce qu'on a vu des performances? C'était vraiment du carry, qui est plutôt des serrements des spreads. Alors, bien ça, sûr. mais faire plutôt optimiste avec 24, qu'on peut voir encore plus des performances qui viennent des serrements des spreads. Sur les marchés émergents, donc encore de l'optimisme sur les marchés obligataires, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui. Exactement. Et si on voit les obligations locales, la performance, c'était encore plus positive si on met les devises avec. Bien sûr. Parce que les devises ont aussi ont marché bien. Les devises, on peut diviser dans 3 groupes. Les groupes des devises qui étaient super positifs, comme les devises des Amériques latines et des pays d'Europe de l'Est, à cause d'un autre niveau des carry, des taux réels très positifs. D'accord. On voit ça en Colombie, au Brésil, au Mexique et aussi en Hongrie. On a un groupe des devises en Asie qui était plutôt flat ou un peu négatif. On a vu que les renminbi avaient souffert l'année dernière. Bien sûr, oui. Beaucoup de pression avec tous les problèmes que la Chine est en train de passer. Et on a les groupes des outliers, qui c'est plutôt la Turquie, l'Argentine, qui sont des pays qu'on appelle des frontiers, qui ont souffert à cause
une dévalorisation exprès, ça fait exprès par les nouveaux plans économiques des équipes économiques qui ont pris à les relais après les élections. D'un point de vue sur les marchés actions, alors on a vu effectivement que ce soit en Europe ou aux États-Unis un rallye de fin d'année qu'on a moins vu en Chine, par exemple. Quand on regarde sur les marchés émergents, global, quelle a été la tendance sur 2023 ? Déjà, est-ce que tout s'est joué à la fin de l'année comme sur les marchés européens ou américains, ou la tendance a été un peu différente ? Alors, les marchés actionnaires aux émergents, ils ont délivré 7%, MSCI Emerging Markets, qui c'était pas vraiment super positif si on compare avec un S&P et bien sûr, stocks des plus des 20. Mais si on enlève la Chine, ce numéro est des 20% aussi. D'accord. Alors, ah oui, c'est la Chine qui a plombé quelque part effectivement l'indice, et si on enlève la Chine, on arrive à 20% de performance. MSCI China, c'était à 13%, moins 13% l'année D'accord, dernière. On peut parler de la Chine, si vous voulez aussi. C'est les troisième des performances négatives de la Chine. Mm-hmm. En fait, les technicals sont bons, mais quand on regarde les fondamentaux, ils ne sont pas encore là. D'accord, oui. Je sais pas si je peux parler d'une liste très longue de la problématique de la Chine. Bah, bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut se demander si on atteint des points d'entrée intéressants ? On peut se demander effectivement si c'est un marché dont il faut rester à l'écart ou qu'il faut commencer à regarder d'un peu plus près. Comment comprendre effectivement ce marché chinois aujourd'hui, Thaïs Battista ? Oui, ça c'est la question la plus importante et la plus difficile du marché émergent à ce moment-là. Et je vois des gens des deux côtés. L'année dernière, il y a eu plusieurs sociétés qui ont se dit la Chine, c'est investissable. Mm-hmm. On ne peut pas toucher, on ne peut pas faire confiance à des entreprises qui ne sont pas transparentes. Ou sinon, il y a des Big Four, des compagnies d'audit qui sont sorties de la Chine. Bien sûr, oui. Il y a beaucoup d'interférences du gouvernement chinois dans certains secteurs comme la tech. Et il y a même les fonds de pension américains qui sont interdits par les gouvernements d'augmenter leur exposition à la Chine. Il y a plusieurs fonds d'investissement qui ont commencé et même des index qui ont commencé et qui sont dit Emerging Markets ex-China. Alors, il y a toute cette tendance d'exclure la Chine du monde émergent, mais c'est quand même un pays super important. Oui, bien sûr, c'est un poids quand même assez important, oui, bien sûr. Exactement, et quand on voit que c'est pas cher et qu'il y a encore des croissances, et c'est un peu de la mode, on voit ça depuis les années 90, les investisseurs internationaux, ils sont allés en Russie, à un moment ils lâchent, ils sont allés en sud-est asiatique, ils lâchent, ils sont allés en Mexique, ils lâchent, et ça se passe dans plusieurs marchés, et après les marchés, ils restent plus sains avec des investisseurs locaux, et peut-être on va voir ça dans la Chine à un moment. Mais la Chine, c'est déjà différent, parce qu'il y a les marchés des A-shares, c'est déjà tout local, et même A-shares, ils ne sont pas en train de réussir, de remonter. Même avec beaucoup d'inflows sur les ETF l'année dernière, mais c'était en fait offset par des outflows des mutual funds et finalement, même les marchés chinois locaux, il n'a pas monté. Donc si aujourd'hui on veut... peut-être que c'est une question qui correspond plus aux perspectives qu'on peut avoir sur l'année 2024, mais si on regarde un petit peu les drivers des marchés, des marchés européens ou américains, on regarde beaucoup effectivement la saison des résultats, mais bien sûr les baisses de taux attendues sur les différentes banques centrales et notamment la Fed. On va regarder aussi potentiellement l'agenda politique et les élections aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur les marchés émergents ? Et si on y va, est-ce qu'on laisse la Chine de côté, ou est-ce que de toute façon, il faut quand même considérer que dans les émergents, il y a la Chine ? Beaucoup de questions dans la question. Pardon. Oui, mais on peut répartir en plusieurs questions là, parce que moi, je vois la Chine d'une manière isolée. La Chine est dans un cycle contraire que le reste du monde. Alors, les États-Unis, tout le monde était en train de monter les taux d'entrée, la Chine était en train de baisser. Bien sûr. Alors, la Chine a sa propre dynamique, il faut regarder ça, il faut regarder les secteurs, il faut regarder comment ça passe et les entreprises. Et je trouve intéressant de jouer la Chine sur la partie crédit, parce que ça dépend moins du sentiment
comme les actions. Les actions, c'est tout basé en sentiments. Qu'est-ce que le gouvernement va dire sur des nouvelles mesures, des stimulus et tout ça. Et je pense qu'on n'a pas... We have no edge pour savoir qu'est-ce que le gouvernement Bien sûr, oui. Et les crédits, c'est plutôt sur la partie fondamentale. On regarde qui est dans une position des cash pour payer à la fin. Et j'ai quand même accentué un peu la exposition à la Chine d'une manière très ciblée. Il faut bien regarder. Par secteur d'activité presque, ou par typologie d'entreprise, par entreprise, d'actifs de classe d'actifs. Oui, par entreprise, qu'est-ce que c'est intéressant, parce qu'on regarde les promoteurs immobiliers, c'est une crise horrible qui est en train de se passer depuis 2021. Ça peut durer encore des années. Mais on ne va pas acheter une entreprise qui est seulement parce qu'elle est grande et parce qu'elle peut avoir d'aide gouvernementale. On peut chercher à quelle entreprise n'a pas besoin d'avoir d'aide gouvernementale. Au-delà de... pardon, peut-être pour finir sur la Chine. Non, je voulais retourner à la question par la partie des élections, parce que aussi, vous avez mentionné les élections aux États-Unis, mais il y a aussi beaucoup d'élections au marché émergent. En fait, par le monde, on aura 40... Beaucoup d'élections globales, oui, bien sûr. Oui, et dans les marchés émergents, au moins 10. Et les 4 plus importants, Taïwan, Mexique, Inde, en Afrique du Sud. Taïwan, on a déjà eu les week-ends derniers, et en fait, c'est un peu ça change pas grand-chose. C'est les mêmes partis qui étaient avant. Au Mexique, en Inde, on atteint un peu la même chose aussi. Ça va être une continuation du parti qui sont là à ces moments-là. Et peut-être on aura des changements en Afrique du Sud, et c'est pas nécessairement négatif. Et ça a un impact, ça va être les drivers un petit peu de ce qu'on va regarder sur les marchés émergents. Ça va être essentiellement des agendas politiques, ou va y avoir d'autres drivers quand même qu'on va pouvoir regarder tout au long de l'année sur les marchés émergents? La Fed. La Fed aura un impact, forcément. Oui, bien sûr. Alors, l'année dernière, on a vu tous ces mois qu'on avait les higher for longer. Et maintenant, on est en train de voir les débuts de ça, peut-être maintenant aussi, parce qu'on a eu les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis qui étaient fortes. Et peut-être la première baisse de la Fed, ça ne va pas être en mars, mais pendant l'été. Et cette résurgence des higher for longer, ça va peut-être peser sur les marchés émergents, mais pour moi, c'est plutôt une fenêtre, une opportunité de rentrer, parce qu'on sait où ça va finir ça. Bien sûr, ils vont couper les taux d'entrée, et il y a plusieurs pays émergents qui ont déjà commencé à couper leurs taux, l'Hongrie, le Brésil, le Chili, la Colombie, parce qu'en fait, les taux réels sont tellement élevés dans ces pays-là, que même si la Fed est en train d'allonger les cycles, et ils baissent, et les devises, elles sont bien se comporter. On ne voit pas des volatilités dans ces pays-là, même si ils sont en train de diminuer les carry. C'est ça, les sujets les plus importants, c'est en fait la Fed. Les baisses de taux de la Fed sur l'année 2024. Et les élections. Et les élections, effectivement. Oui, mais les élections locales, effectivement, et pas uniquement les élections... Mais on attend un peu en continuation. Alors, c'est pas vraiment trop important. Merci beaucoup Thaïs Battista de nous avoir accompagnés donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérante de portefeuille et spécialiste des marchés émergents chez Shellshare Prince Gestion. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.